Bonjour à tous. Du coup, je vais rapidement me présenter. Lecteur d'écran, Marjorie Aubé. Marjorie Aubé. Graphiste, artiste, programmeuse. Lista droite son titre, je m'y ai féministe, je travaille féministe, je m'y ai travaille à Strasbourg. Je trouve bienvenue sur le portail de mes différentes existences web. Je m'y ai travaille à Strasbourg. Je privilégie la programmation et l'écriture comme mode d'expression et je m'efforce d'inscrire ma pratique dans une perspective féministe, linguiste et accessible. Vous trouverez l'ensemble de mes travaux sur mon site web. Lien visiter et mon blog. Lien visiter. Je suis membre du Hackerspace associatif. Hackster. Lien visiter. Nouvelle fenêtre. Et du collectif cyberféministe. Hackwin. Alt. Tilde au contrôle. Voilà, donc là, ce que vous avez entendu, c'est un lecteur d'écran. C'est un outil qui permet de restituer en fait le contenu textuel qu'on a à l'écran pour les personnes qui sont notamment atteintes de déficience visuelle. Du coup, donc, si vous aviez quand même pas compris pour la diction, donc je suis Marjorie Aubert, graphiste, artiste, programmeuse, et je suis notamment membre du hackerspace associatif Hacktube et du collectif cyberféministe Hackwin. Donc, je suis plutôt ancrée aujourd'hui dans les milieux du logiciel libre. Donc, pour faire court, qu'est-ce que c'est le logiciel libre ? Donc, c'est d'abord 4 libertés. La liberté d'étudier, d'utiliser, d'étudier, de modifier et de partager une ressource. Historiquement, ça s'applique au logiciel libre, mais aujourd'hui, ça concerne aussi les licences et la culture en général. Et même tout ce qui relève du domaine de la technologie et de la technique, comme par exemple l'agriculture, où on va connaître les problèmes de privatisation des semences, des problèmes de machines. Pardon. Ah oui, pardon, je ne suis pas habituée à parler avec un micro. Désolée. Du coup, le milieu de l'agriculture, je disais, oui, donc avec la privatisation des semences, c'est aussi l'idée que les machines, par exemple les tracteurs, sont un peu tout électroniques et que donc ça devient difficile de réparer soi-même. On devient dépendant, en fait, de personnes, d'entreprises qui vont nous aider, nous assister là-dedans. Je suis actuellement aussi pas mal intéressée par l'analogie entre la magie et la technologie, au sens où, j'aime bien l'idée que ça permet un peu de démystifier l'outil informatique et à la fois aussi de jouer un peu des croyances, de conférer un certain pouvoir. Par exemple, en tant que programmeuse, j'écris du code, mais on pourrait aussi considérer que, d'une certaine façon, je jette des sorts, parce qu'on a une vision assez magique de l'informatique. Voilà, donc selon le positionnement, on peut effectivement avoir cette idée. Moi, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est de comment, c'est quoi le pouvoir magique un peu des outils et comment on peut reprendre le pouvoir grâce aux outils. Donc, je vais vous proposer de d'abord essayer de faire un peu une autopsie de mon site pour, en fait, avoir un peu une analyse critique de ma pratique qui s'est petit à petit orientée vers le logiciel libre et aussi l'accessibilité numérique, par exemple. Et ensuite, j'aimerais bien rapidement faire une démo d'outils libres qui, je pense, pourraient être très utiles aussi dans le domaine de la création en général, bien que ce soit des outils initialement dédiés à la programmation, qui sont plutôt des outils de développement. Donc, ce parcours, en fait, il a commencé en 2018, dès lors que j'ai rejoint en fait, le hackerspace Hacktube, dans lequel j'ai mis les pieds justement pour questionner mes outils que j'utilisais tous les jours et qui me donnaient l'impression en fait, que finalement, je n'avais pas la main dessus, que j'étais très contrainte. Et donc, j'y suis allée pour ces raisons-là. Et donc, ce collectif, cette association m'a en fait aidée à comprendre finalement comment fonctionne un ordinateur, ce qui n'allait pas forcément de soi pour moi, bien que je l'utilisais tous les jours. Donc, il y a d'abord cette idée, par exemple, de qu'est-ce que c'est que la ligne de commande qui permet en fait de communiquer avec un ordinateur sans interface graphique. Il y a l'idée aussi de comprendre les composants et leur fonction. Il y a l'idée de se représenter un réseau Internet de façon non erronée, c'est-à-dire de bien comprendre qu'en fait, c'est des machines reliées par des câbles, c'est très physique et c'est pas dans l'air. Voilà, c'est aussi une croyance qu'on peut avoir vis-à-vis du web. Et aussi, par exemple, de distinguer qu'est-ce que c'est qu'un outil qui, s'il est libre, on peut aussi modifier, d'un service dont on va être tributaire finalement des conditions d'utilisation, et ça va être d'autres personnes qui vont définir les conditions d'utilisation de ces services. Et donc, petit à petit, voilà, je me suis en fait finalement
réapproprier ma machine. Et du coup, je vais vous faire un petit tour d'horizon aussi de mon site, en fait, que je considère aussi être un outil pour moi, que j'ai créé, en fait, je sais que je suis la personne qui va le plus dessus, parce que du coup, ça me permet finalement de regarder mon travail, en fait. Et du coup, j'ai développé un peu Par exemple, là, on a un système de filtre qui permet, par exemple, de trier, de mettre en relief, en fait, la nature des projets. Donc, en fait, à la base, je faisais de l'édition, mais on voit qu'en fait, il n'y a que 3 projets d'édition. Donc, en fait, là, force est de dire qu'en fait, c'est un domaine... alors, on ne choisit pas ses étiquettes, mais pour le coup, je me suis vraiment plus orientée sur du web, où là, on voit que clairement, je fais essentiellement ça aujourd'hui. Par exemple, un des projets récents sur lequel j'ai travaillé, c'est un projet personnel. C'est ce que j'appelle des cybercabanes. Ce sont des pages web assez modestes, mais qui, à chaque fois... m'ont permis de travailler sur un concept en particulier. Là, par exemple, le premier, c'est sur la notion de bouton. Donc, comment ça fonctionne, en fait, l'interaction avec un bouton. Ici, par exemple, j'ai travaillé sur... Alors, c'est la scène de transformation de Sailor Moon que je me suis amusée à reprendre en CSS. Donc, CSS, c'est un langage de programmation qui permet de définir le style graphique de la page. Et donc, j'ai reconstruit cette animation de façon un peu abstraite et simplifiée en pur CSS. Ici, par exemple, ça va être sur l'élément de liste. Ici, ça va être sur l'élément tableau. Ici, enfin voilà, je me suis focalisée en fait sur un élément sémantique et je me suis amusée en fait à jouer avec. Ici, par exemple, c'est plutôt un site qui se navigue avec un lecteur d'écran, donc il n'y a pas de visuel, mais par contre, ça décrit ce qui se passe. Donc en fait, c'est narratif. Et voilà, donc j'ai un peu joué comme ça de plein de concepts. Donc ça, c'est par exemple un projet récent. Et donc, ce site, finalement, c'était d'abord donc, une galerie de projets. Ensuite, j'ai eu besoin aussi, finalement, d'avoir un espace aussi pour écrire, pour pouvoir avoir un blog qui me permet un peu aussi... c'est une autre partie de ma recherche. Et puis, ce qu'on a vu avant aussi, finalement, j'ai aussi eu besoin de finalement avoir une page d'accueil pour un peu rediriger les personnes vers mes différentes activités. Bon, ça, c'est un outil que je me suis créé. Ensuite, pour une analyse un peu approfondie, en fait, là, j'ai ouvert un inspecteur. Donc, c'est un outil qu'on utilise aussi dans la création web pour analyser la structure d'un site, notamment. Donc, par exemple, là, je pourrais vous montrer que on peut modifier en local le contenu aussi. Donc, ça ne va pas être en vrai en ligne, hein, mais moi, chez moi, je vais le voir. Donc, je peux complètement éditer le contenu et le modifier. Il y a des gens qui font des blagues comme ça en allant, par exemple, sur le site de l'Élysée et en écrivant n'importe quoi et en prenant des captures d'écran et en le partageant sur Twitter en disant « Regardez ce que les gens ont publié sur l'Élysée ». Enfin, c'est très facile de créer des fake news comme ça, par exemple. C'est un outil de fake news, on pourrait dire aussi. Vous pouvez aussi, par exemple, observer le poids de la page et les requêtes, le nombre de requêtes qui sont faites. Donc, si là, je réactualise la page, on voit ici en bas, je vais peut-être zoomer. Ok, on voit qu'il y a eu 53 requêtes, qu'il y a 20 AMO qui sont en attente de téléchargement et que quand je clique dessus, hop, il commence à les charger. Enfin, bref, c'est statistique. Il y a aussi, par exemple, le fait qu'on puisse observer en fait, le rendu de ce qu'on fait sur d'autres tailles d'écran. Donc, c'est ce qu'on appelle le responsive. Donc, c'est un outil qui permet de vérifier ça. Il y a aussi un inspecteur, c'est plus récent, ce n'était pas le cas au début. Un inspecteur d'accessibilité qui nous permet du coup d'inspecter les motifs, les propriétés d'accessibilité du site. Là, on voit qu'il y a bien un nom accessible, c'est bien, le contraste des couleurs, c'est bien, etc. Donc, il nous fait un peu un compte-rendu de si c'est OK ou pas. Ensuite, on peut aussi, il y a d'autres paramètres qu'on peut analyser. Par exemple, si maintenant j'ouvre un terminal, donc un terminal, c'est ce qui nous permet de communiquer avec une machine en ligne de commande. Donc, je vais l'ouvrir sur la moitié de ma fenêtre et je vais zoomer dedans, parce que c'est petit. Voilà. Donc, si par exemple, maintenant, je me connecte sur mon serveur où est hébergé mon site, alors... Ah,
Ah oui. Okay. Erreur de mot de passe. OK. Voilà, je suis arrivée là où je veux. Et donc, il y a une petite commande qui s'appelle du-hc, c'est ça, qui permet en fait de connaître le poids d'un dossier. Pof. Donc 1,7 giga, c'est beaucoup, c'est pas mal. C'est un site qui pèse quand même son poids essentiellement à cause des médias, des images, etc. On pourrait aussi observer le chemin que prend ce site pour venir jusqu'à nous. Donc si j'ouvre une autre fenêtre de terminal... Voilà, donc là, c'est en train de passer par tous les relais de serveurs qui partent. Donc, il est à Schiltigheim, dans un data center à Schiltigheim. Et donc, là, ça nous explique un petit peu tous les chemins qu'il emprunte pour arriver jusqu'à nous. Alors là, on voit plein de 3 petites étoiles. Ça, c'est parce qu'en fait, je suis chez un fournisseur d'accès Internet associatif chez qui je loue un espace sur leur serveur et qui, en fait, a empêché un peu... en fait, c'est un peu... pas chiffré, mais un peu caché, finalement, la fin du chemin. Donc, ça, c'est un choix de la part de l'hébergeur. Voilà, donc ça, c'est donc mon site qui est un outil en soi. Maintenant, j'aimerais vous montrer plutôt des outils que moi, j'utilise aussi à des fins, par exemple, typiquement, un outil qui s'utilise aussi, qui est aussi un outil en utilitaire de commande. C'est un outil qui s'appelle Image Magique. Et cet outil, en fait, il permet de, par exemple, en une fraction de seconde, renommer, redimensionner, changer le contraste, par exemple, et passer en noir et blanc 500 images. Moi, je sais que ça a toujours été une galère dans ma vie. Avant, j'étais utilisatrice Windows et en fait, à chaque fois, je devais télécharger un logiciel qui faisait venir avec lui sa horde de trackers et compagnie. Enfin bref, je me sentais complètement, j'ai pas le choix, je dois utiliser ce truc, mais en fait, c'est pas optimal. Ou alors, je faisais des scripts sur Photoshop et en fait, je trouvais pas ça forcément non plus hyper pratique parce que, notamment du fait que j'avais des lacunes aussi, hein, c'est pas... Je pense qu'il y a des gens qui maîtrisent très bien les scripts et qui sont très satisfaits de ça, mais bon, voilà, moi, j'étais pas satisfaite. Et du coup, si maintenant, par exemple, avec Image Magique, c'est un utilitaire qui s'exécute en ligne de commande, qui existe depuis les années 90, et qui permet donc de créer, modifier des images. Et donc là, par exemple, si je voulais redimensionner une image en ligne de commande avec Image Magique, je ferais ça. Voilà. Donc en fait, cette image, elle était plus grande avant. Là, elle s'est rétrécie. Si je retape juste la même commande, pof, il va se passer la même chose. Et hop, elle va devenir de plus en plus petite. Voilà. Si maintenant, je voudrais le faire avec une vingtaine d'images. Donc là, j'ai choisi, c'est ma phobie, les frelons. Donc là, j'ai plein d'images de grands frelons. Je voudrais leur faire perdre 75% de leur taille. Comment je ferais ? En fait, je pourrais faire une seule commande qui me permettrait de tout de suite redimensionner toutes les images d'un coup. Hop. Pof. Ah oui, non, il faut d'abord que je me déplace dans le dossier. OK. Pof. Donc, par exemple, là, je les redimensionne à 25% de leur taille. Toutes les images en .jpeg. Donc, à la base, c'est une image très grande. Voilà. Erreur. Fichier dossier de ce type. Non. Qu'est-ce que j'ai fait ? .jpeg. OK. Bon. Ah, c'est parce que c'est du .jpeg comme ça. OK. Voilà, c'est fini. Donc voilà, c'est pour ma santé mentale en fait et pour un gain de temps, ça a été génial de découvrir cet outil. Voilà. Ou par exemple là, j'ai un autre exemple, une image entre guillemets à l'envers.
je pourrais lui dire, en fait, mets-toi à l'endroit. Hop. J'ai tapé ce machin. Pof. Et voilà. Donc, voilà, ça, c'est un outil qui, personnellement, m'a sauvé la vie. Ensuite, je voudrais rapidement parler d'un autre outil qui s'appelle Git, qui est normalement un outil qui est utilisé surtout dans la programmation par des millions de personnes, en réalité. Et c'est un outil de versionnement. C'est-à-dire, en fait, on peut versionner du contenu pour pouvoir sauvegarder des états sans perte. Donc, ça veut dire qu'on va avoir X versions de ce fichier. Et à tout moment, je peux revenir en arrière sans annuler ni ce que j'ai fait de nouveau, ni ce que j'ai fait précédemment. Et en fait, je m'étais dit que, tiens, ça pourrait être quelque chose d'intéressant dans l'écriture, en fait. C'est-à-dire, pour le coup, je ne suis pas autrice, mais je fais quand même un peu de recherche, et donc j'écris aussi par moment. Et j'ai eu besoin, en fait, de ça. Et du coup, en fait, j'ai travaillé, par exemple, sur un texte que j'ai mis sur un répertoire GitLab. Donc GitLab, c'est une forge Git, j'ai un peu du mal à l'expliquer, mais en gros, donc Git, c'est ce logiciel qui permet de versionner, et GitLab, ça va être un endroit où je vais pouvoir l'avoir en ligne, en fait. Et du coup, je peux facilement aussi déployer comme ça des choses sur Internet. Et du coup, là, par exemple, ce texte, je l'ai mis sur Git, et donc, bon, pour l'instant, il n'est pas encore... il n'y a que le README, un peu l'intro, si vous voulez. Et du coup, là, c'est en Markdown, du coup. Donc, ça s'affiche... voilà, il y a une version graphique. Et si je vais dans l'historique de ce fichier, en fait, on va voir en fait, toutes les étapes de modification de ce fichier. Et du coup, je peux aller directement dans une des étapes et observer que, par exemple, OK, là, tu as fait 2 ajouts, 2 suppressions. Donc, en fait, on peut voir très précisément ce que j'ai modifié et par quoi je l'ai remplacé. Et je trouvais ça intéressant aussi dans le processus d'écriture, finalement, qu'on peut voir qu'est-ce qu'on a changé, pourquoi on ne l'a pas gardé. Et le double intérêt d'avoir fait ça, c'est aussi qu'en fait, là, il y aurait des personnes qui pourraient me proposer des amendements de mon texte en me disant « Non, mais là, c'est pas du tout OK ce que tu as écrit » ou bien « Là, tu as fait des fautes, tu pourrais le corriger, etc. » Donc, on pourrait me soumettre aussi des propositions de correction. Voilà. Donc ça, c'est un outil que vous comprenez bien l'intérêt que ça peut avoir en développement web, mais en fait, en réalité, je pense et que ça peut avoir un intérêt pour la création littéraire, par exemple, aussi. Et je sais que j'ai une camarade aussi qui fait une thèse sur la publication scientifique sous Git. Donc je me suis dit, je suis ni la première à y avoir pensé, ni la seule, j'en doutais pas, hein, mais ça fait plaisir aussi parfois de rencontrer des gens qui font un peu les mêmes constats que vous. Et un dernier outil que je voudrais montrer, c'est pas vraiment un outil, c'est plutôt un langage. C'est un langage qui s'appelle le Markdown. Alors, on l'a vu juste à l'instant. Donc, en fait, c'est un langage qui permet, de facilement passer de la publication web à la publication print, ce qui est aussi un gros problème, notamment dans le milieu du libre, parce qu'en fait, pour la publication print, on est assez embêté parce qu'on est très en manque de logiciels. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des personnes qui ont développé des techniques, ce qu'on appelle un peu le HTML to print, donc de pouvoir passer du web au print. Et en fait, moi, je trouve que le Markdown, il a aussi, si on écrivait en Markdown, on pourrait le convertir en HTML, on pourrait le convertir en PDF, enfin bref, en fait, ça et en plein d'autres formats, selon le logiciel que vous allez utiliser. Mais du coup, là, je pense que vous connaissez un peu là, le principe des WYSIWYG, what you see is what you get. Donc ici, vous avez l'écran divisé en deux. À gauche, c'est du Markdown, à droite, c'est le rendu HTML. Donc là, en gros, ce que j'écris à gauche, ça aura cette transposition graphique si je le mettais sur une page HTML et que je la mettrais en ligne. Et du coup, en fait, c'est génial parce que c'est hyper... ça a une interopérabilité formidable, quoi. Et voilà. Et donc, ça, j'ai pas encore trouvé l'outil qui fait tout, mais bon, c'est déjà un début. Voilà pour les outils. Donc, maintenant, juste pour finir, quelles incidences quelles incidences, en fait, sur la création graphique et sur le design en général. Donc déjà, moi, il y avait ce truc d'avoir un peu la double casquette de graphiste et de développeuse qui fait qu'en fait, j'ai de toute façon dû m'intéresser à des outils différents. Mais ce qui m'a intéressé, c'était finalement que ces pratiques se sont nourries puisque j'ai découvert de nouveaux outils qui m'aident en fait aussi dans ma pratique de graphiste. En fait, ça m'a aussi fait changer de paradigme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma priorité, ça va plutôt être la sémantique, au sens la cohérence, d'utiliser en fait les normes qui ont été conçues pour ça. En fait, c'est aussi des normes qui permettent que le contenu soit accessible. Typiquement, ça vous avez
tout le monde a eu ça entre les mains, un outil collaboratif, par exemple un pad, ou bien même un document sur LibreOffice, Word, peu importe. Et en fait, vous avez des éléments de structure, des éléments de titre, des éléments de lien, des éléments de liste. Et en fait, ces éléments, on se rend compte que c'est hyper intéressant, hyper important de les utiliser, parce que sinon, typiquement, une personne qui est malvoyante ou aveugle, elle ne pourra pas profiter de la structuration du document, elle ne pourra pas naviguer par titre, elle ne pourra pas reconnaître que c'est un titre, puisqu'elle ne voit pas. Et donc, pour cette raison-là, par exemple, c'est important d'utiliser la sémantique. Et aussi, l'autre truc important, je pense, c'est l'utilisabilité, c'est-à-dire, aujourd'hui, je me rends compte à quel point, en fait, c'est important de sonder, en fait, l'intelligibilité, l'utilisabilité de ce qu'on fait. Donc, pour moi, c'est un peu l'idée du design conscient, qui, du coup, intègre la notion de soutenabilité, de responsabilité, de sobriété en regard des enjeux contemporains, parce que j'estime qu'on est, même si on ne produit pas toujours les contenus, on est aussi des maillons de cette chaîne, on participe à la diffusion de ces contenus. Donc en fait, il est important qu'on ait une idée de l'impact, des conséquences sociales et environnementales de ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que je parle de design conscient. C'est quelque chose que l'éthique hacker m'a beaucoup transmise, donc quand j'ai mis les pieds justement dans le hackerspace, parce que ça m'a donné des outils, ça m'a donné cette conscience, et ça m'a aussi donné accès à une communauté qui en fait partage énormément de choses, et est extrêmement dans ce rapport-là de partage des savoirs, etc. L'impact de la pratique aussi, de le connaître, parce que je suis graphiste, mais je suis aussi développeuse, et du coup, il y a ce truc que, en fait, le numérique, on ne peut pas dire que c'est bio et vertueux, c'est faux, parce que ça pollue, ça exclut, ça tue, c'est des vrais... on ne peut pas ne pas parler de ça. Pour autant que je suis militante du logiciel libre, je ne serais pas triste si un jour, beaucoup de data centers brûlent et qu'en fait, on sera obligé de revenir sur des technos hyper low-tech, etc. Moi, j'ai pas de problème avec ça, disons. C'est l'ambivalence un peu de la profession, on va dire, parce que je suis pas technophobe, mais technocritique néanmoins. Et du coup, il y a cette idée que, l'équipement, le matériel, c'est ce qui pollue le plus. C'est le fait qu'on doit produire en fait des éléments, notamment extraire des minerais rares en Asie ou en Afrique et ne pas savoir spécialement bien les recycler. En plus, on le fait pas chez nous. Donc voilà, il y a clairement quelque chose de très abject de ce point de vue-là. Il y a le côté de la consommation énergétique aussi. Sur l'exclusion, comme je l'ai dit, il y a le côté accessibilité. Et donc, en fait, même au-delà de l'accessibilité, on peut parler de la précarité aussi. Aujourd'hui, il y a à peu près 13 millions de personnes en situation d'électronisme en France. Donc, ça fait quand même pas mal de personnes. Il y a aussi la question des addictions technologiques, par exemple, dont, en fait, clairement, le numérique, il a un rapport de prédation avec ça. Par exemple, les enfants. On sait très bien ce que ça fait de nocif sur les enfants. Il y a aussi le côté isolement social, le fait qu'en fait on est assis sur une chaise tout le temps et qu'on est tout le temps à l'intérieur, le fait qu'on peut avoir une hypersensibilité électromagnétique, bref, il y a un ensemble de choses qui font que ça a un impact sur la santé. Maintenant, sachant tout ça, comment on peut avoir foi dans ce qu'on fait, comment on peut continuer à avoir de la foi dans ce qu'on fait, je pense qu'en fait il y a l'idée des communs, c'est-à-dire en fait il y a des gens qui pourraient être beaucoup moins bien intentionnés que nous et essayer de faire la même chose. Donc c'est bien de prendre cette place aussi si on vient avec ces valeurs-là, je pense. Et il y a des choses à faire. Et en fait, se battre pour le libre et pour l'accessibilité, c'est aussi se battre contre le pistage social et commercial, par exemple. Donc typiquement, le contrôle social des États qui s'amplifie de façon... c'est impressionnant. Ou le vol et l'exploitation des données personnelles, par exemple. Ça, c'est un des points. On se bat aussi contre l'obsolescence programmée, donc le fait que vos équipements ils vont petit à petit moins bien marcher, qu'il va falloir que vous en achetiez des neufs. Vous installez un système d'exploitation libre et léger, ça fait le boulot. Vous vous battez aussi contre les inégalités sociales, puisque comme je l'ai dit, il y a pas mal de soucis de ce niveau-là, et aujourd'hui, il n'y a que 20% des sites du service public qui sont accessibles, donc voilà, super. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est une vraie bagarre, et que ça peut être un des points motivants en fait, et qui fait qu'on ne va pas sombrer complètement dans un truc mais en fait ce que je fais c'est toxique. Ok, c'est un outil, il faut savoir ce que ça a comme impact, mais néanmoins voilà, je peux choisir de quel côté j'œuvre en tout cas. Il y a toutefois quand même cette possibilité là. Et du coup si ça vous intéresse plus en amont, j'ai mis une petite série de ressources là que vous pourrez retrouver notamment sur mon site, mais aussi sur le site d'Actube, où il y a pas mal de ressources en fait sur les logiciels libres quels qu'ils soient.
voilà, je pense que je vais m'arrêter. Je pense que ça fait largement...